Bonjour Caroline. Bonjour Ambre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour présenter ton dernier livre absolument magnifique, Psychogénéalogie, donner du sens aux mémoires familiales et trouver son équilibre. Écoute, j'ai adoré ton livre. Merci Ambre pour ton invitation et Avec merci pour ton enthousiasme, ça fait plaisir. Vraiment, c'est très sincère. J'ai adoré. Alors, je suis allée fouiller un petit peu, que tu étais diplômée en ethnologie, formée à la psychogénéalogie évidemment, et à d'autres techniques, hein, comme l'hypnose, la numérologie, etc. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors c'est ce que je fais de moins bien, me présenter. Me présenter en 2 mots. Je pense que j'ai toujours été attirée par la compréhension de l'humain, la recherche de donner un sens à ce qui se passe, les liens, l'humain en général. Et petit à petit, en fait, j'étais amenée à, avec l'ethnologie, j'ai appris beaucoup dans la compréhension du système, euh, voilà, de beaucoup de choses. Et après, bon, mon parcours de vie m'a amené sur d'autres métiers. Et après, j'ai rencontré la psychogénéalogie. Là, je me suis dit que c'était vraiment ça que je souhaitais faire et, euh, et partager. D'accord, donc il y a vraiment eu un appel et tu as suivi évidemment avant de transmettre tes outils et d'accompagner, Oui, j'imagine, un parcours en psychogénéalogie? oui, tout à D'accord, fait. Ouais. OK. Comment tu définirais, toi, la psychogénéalogie? C'est parvenir à se comprendre dans son milieu familial. On est tous issus d'un système familial avec des interactions, des émotions, des transmissions culturelles, sociales et une éducation particulière. Et c'est vraiment arriver à démêler en fait ce qui fait de nous un individu à part entière dans un milieu familial. D'accord, OK. Alors ton livre, il est très, très riche, hein. Il structure en 2 parties. Il y a d'abord une dizaine de chapitres avec, de nombreux exemples pour bien comprendre cette discipline et tu le dis, hein, qui est finalement assez jeune. Et puis les outils également à notre disposition pour, comprendre un arbre. Alors dans les sujets que tu traites, il y en a énormément. Tu parles de la transmission, tu parles de la place dans l'arbre, tu parles des loyautés familiales, tu parles des répétitions, des actes symboliques. J'ai beaucoup aimé, hein, je connaissais les actes psychomagiques de Jodorowsky, tu en parles également. Tu donnes en fait tu proposes des actes pour aider à transmuter les croyances et autres malédictions. Je mets évidemment des guillemets à ce mot qui soit pas mal interprété, hein, ça fait partie du jargon de la psychogénéalogie. Selon chaque thématique, et tu abordes évidemment les thématiques qui font que la plupart des gens, à un moment donné, peuvent pousser la porte d'un thérapeute. Tu abordes l'amour, tu abordes l'argent, tu abordes le rapport à la vie, la maladie aussi, et la mort. Alors donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est vraiment très riche. J'aimerais qu'on commence en quelque sorte par le commencement et que tu expliques brièvement, tu parles du projet Sens, que moi j'appelle, avec mes mots, plutôt l'empreinte de naissance, mais qui finalement Oui, raconte la même chose. ouais. Et toi, tu le reprogrammes par le biais de l'hypnose. Alors moi, ce qui m'a intéressée, puisque c'est vraiment des sujets qui me fascinent, pour retravailler sur le projet Essence, est-ce qu'il faut plusieurs séances? Est-ce qu'il faut d'abord travailler sur son arbre? Comment ça se passe? Ça se passe vraiment en fonction de chaque consultant. C'est vraiment la démarche du consultant qui est importante. En hypnose, on va faire sur 2 séances. D'accord. On fait d'abord une première séance sur la mère et ensuite sur le père. OK. Et on va aller libérer l'attente parentale, en fait, hein, qui s'est posée au moment de la naissance. D'accord. Si on fait juste une reprogrammation, ça va être en une séance. OK. Voilà. Donc du coup, tu travailles plutôt avec les parents, les enfants? À partir de quel âge tu... Plutôt avec les adultes. Et la majorité des personnes qui viennent me voir ont une cinquantaine d'années, 50, 60 ans. Ce sont des personnes qui ont déjà fait beaucoup de thérapie ou de psychanalyse ou voilà, beaucoup de thérapies qui finalement leur apportent quelque chose, mais il manque toujours quelque chose dans leur évolution personnelle. Et en même temps, 50 ans, ça nous ramène un petit peu à Jung et la déconstruction de l'ego, hein? C'est ça. D'accord. OK. Bon, finalement, moi, j'ai tendance à dire que toute naissance, c'est un traumatisme. Évidemment, toutes les naissances ne se ressemblent pas, mais ça reste un premier traumatisme chez l'enfant puisqu'il est séparé d'un seul coup de la fusion avec sa maman. Est-ce que tu penses que chaque individu aurait intérêt à aller visiter son projet Sens, à aller
travailler dessus, aller le reprogrammer pour justement éviter de remarcher complètement ou en tout cas inconsciemment dans les pas de ses ancêtres. C'est souvent ce que je propose, en fonction de la problématique de la personne qui vient me voir. C'est déjà d'aller voir si, au moment de cette naissance, il y a quelque chose qui fait écho avec sa problématique avant d'aller dans le transgénérationnel, en fait. D'accord. Et d'aller interroger ses parents, ça remet un petit peu le puzzle du démarrage de sa vie. Et ça appartient à chacun. C'est intéressant d'aller chercher ce qui s'est passé. Ça permet aussi de libérer certains fantasmes. On m'a dit que, je croyais que, je pensais que. Et en fait, vraiment d'aller interroger les parents, ça remet de la clarté sur ce début de vie, ce démarrage. Et ensuite, en fonction de ce qui est dit par les parents, on peut réécrire le projet sens ou alors on va travailler dans le transgénérationnel parce que le projet sens est cohérent et n'a pas de surprise particulière. D'accord, ok. Alors, de mon expérience personnelle en qualité de thérapeute, j'ai étudié, j'ai travaillé, je me suis formée aux constellations familiales à un moment et je me suis rendu compte que finalement, les sujets avec lesquels c'était le plus difficile de travailler, c'est des sujets qui n'ont aucune information sur leur naissance, leurs parents même, tu vois, des naissances des sous-X, même si aujourd'hui la loi a un peu évolué. Comment tu travailles avec des gens qui n'ont pas du tout d'infos? Je leur propose l'hypnose. Okay. Quand ils ont quand il y a vraiment une problématique qui est lourde, avec l'hypnose, on peut aller travailler ces problématiques sans vraiment remonter assez loin dans l'herbe, sans avoir d'information aucune. Il faut aussi savoir que très souvent, les personnes qui sont adoptées sont adoptées par une famille qui fait écho aussi à la problématique de leur famille biologique. Ouais. Et à vrai dire, c'est les personnes qui sont abandonnées ont du mal à travailler sur eux parce que ce sont des écorchés vifs souvent. Ils ont aller creuser dans l'histoire familiale, c'est jamais facile. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ça a du sens parce que, ce que tu dis par rapport à l'hypnose, puisque le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, et sachant que le corps, c'est une mémoire, c'est une énorme mémoire qui n'a rien oublié. Ok, d'accord. Donc là, tu vas plus privilégier effectivement l'hypnose que la psychogénéalogie. D'où l'intérêt d'avoir des outils. Je privilégie l'hypnose, mais si vous voulez, si tu veux, excuse-moi d'ailleurs, quand on travaille avec une personne, c'est vraiment c'est son discours aussi qui va libérer les émotions et qui va faire on peut travailler déjà par rapport à sa problématique de vie, par rapport aux événements qu'elle a traversés. On peut libérer beaucoup de choses sans avoir toute l'histoire familiale. D'accord, ok. Et alors justement, tu parles sans avoir toute l'histoire familiale. On sait que dans de nombreuses familles, il y a des non-dits. Il y a plein de choses qui sont passées, des secrets qui passent sous silence parce qu'à l'époque, c'était honteux. Je pense à des avortements, des fausses couches, etc. Et on voit bien, en fait, dans l'art, c'est complètement incroyable de voir comme ça se répète tant qu'on n'a pas mis en lumière chez les vivants et certains... finalement, ce que j'appelle les arbres qui cachent une forêt, ce qui va, par exemple, une phobie, tu en parles très bien dans le livre, qui va masquer une problématique derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, par exemple, je reprends un exemple sur la peur de l'eau, peut être lié à une personne qui est noyée dans la famille et comment, en fait, le simple fait de mettre des mots sur cette noyade, de lever ce secret, permet justement de déprogrammer la problématique au quotidien. La prise de conscience, c'est vraiment comprendre qu'on a une peur qui ne nous appartient pas en fait et de prendre conscience que c'est une mémoire qui vient de plus haut chez un ancêtre, de plus haut et d'un drame qui tourne autour de la noyade, selon qui s'est noyé, parce que ça engendre le drame du deuil, de la mort, de la perte de cette personne qui s'est noyée. Donc c'est cette mémoire qui est libérée. Et souvent, il faut aussi faire des actes symboliques parce que la simple prise de conscience ne suffit pas toujours. D'accord, ok. Et alors, pourquoi l'acte symbolique? Parce que notre cerveau est exceptionnel. Alors, moi, j'ai adoré tes actes. Ouais. Notre cerveau est exceptionnel. C'est un super bolide, c'est une machine de guerre et il enregistre tout. Il est plein de programmes. Et jusqu'à 7 ans,
l'enfant peut se libérer beaucoup plus facilement qu'un adulte qui, ça y est, voilà, après 7 ans, on a une autre façon notre cerveau fonctionne différemment, hein, et l'acte symbolique permet de déprogrammer ce qui a été programmé en fait dans notre cerveau, qui lui fonctionne en mode survie à chaque fois pour nous garder en vie, nous garder en vie, nous garder en vie. Donc il va garder les programmes qu'il a en lui et il faut les déprogrammer en fait pour arriver à libérer et à faire de la place pour d'autres programmes qui nous conviennent. Et puis parce qu'il fonctionne. Je schématise un peu, hein, mais c'est. Ouais. Et parce qu'il fonctionne par métaphore en fait, c'est son langage à lui. Ouais. Ok. Alors, tu accordes une grande place aussi au prénom hein, dans ton livre. J'ai retrouvé d'ailleurs des jolis clins d'œil à l'alchimiste, tu sais, Patrick Burensteinaz, dans son langage des oiseaux. Tu parles du langage des oiseaux, mais pas que. Moi, je trouve ça toujours incroyable d'aller visiter dans une séance qui a donné le prénom, pourquoi, ce que raconte le prénom en termes d'énergie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu ton livre au même moment où je venais d'avoir une cliente, tu vois, qui avait donné en fait à sa fille le prénom de sa grand-mère, qui elle-même portait le prénom de sa grand-mère en deuxième prénom, où il n'y avait pas de secret par rapport à ça. Hein. Son père lui disait toujours « Ah mais c'est fou comme tu ressembles à ta grand-mère ». Et elle connaissait peu sa grand-mère parce que grand-mère expatriée, parce que grand-mère qui est décédée assez jeune, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une grand-mère qui avait eu des deuils non faits très douloureux d'enfants, hein, et on sait à quel point quand un enfant meurt de façon violente et très jeune, c'est pas dans l'ordre des choses et c'est, de mon point de vue, une des pires souffrances. Et tu parles des grands et en fait, t'expliques qu'au bout de la deuxième, troisième ou quatrième génération, ça se rejoue un petit peu dans la matière. Alors, comment t'expliques aussi que ces mises en conscience de ces répétitions et puis la réalisation d'un acte magique, acte symbolique, tu les appelles plutôt comme ça puisse libérer un programme chez certaines personnes et pas chez d'autres. Est-ce qu'il y a une part de foi, j'ai envie de dire, qui est très importante pour opérer cette libération? Il y a vraiment une part d'intention, effectivement. C'est l'intention qu'on va mettre dans la libération de cette mémoire. On porte tous, hein, chaque membre d'une famille va porter des mémoires, certains plus que d'autres, mais c'est l'intention qu'on va y mettre. Et les mémoires, en fait, qui se baladent, entre guillemets, dans l'arbre, hein, en fait, c'est vraiment, c'est à un moment donné, comme tu le dis si bien, le drame de la perte d'un enfant, il y a peut-être rien de pire, hein, c'est une douleur insurmontable. Donc la douleur se fige en fait, hein, elle reste figée et c'est ça qu'il faut libérer à un moment donné, c'est cette énergie qui est restée, qui s'enquiste en fait. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut libérer et remettre de l'énergie, c'est aussi la reconnaissance de la personne qui a perdu son enfant, reconnaître sa douleur, c'est apaiser les âmes, hein, tout ça, hein, c'est vraiment remettre de la... Voilà. Beaucoup de personnes souffrent de la non-reconnaissance de leur douleur, des drames qu'ils vivent. J'ai une question à te poser parce que j'ai constaté, tu vois, à travers les différentes écoles que j'ai pu étudier, les thérapeutes qui ont pu m'accompagner à un moment donné, puis moi, l'appropriation à travers mes formations, mes outils, etc. Est-ce que j'en ai fait? J'ai vraiment remarqué qu'il y avait deux écoles et tu vois, il n'y a pas de hasard. J'avais cette conversation hier avec une personne, une amie qui me disait « Ah ben voilà, j'ai consulté un thérapeute en Reiki qui m'a fait couper des liens avec son père, en l'occurrence, qui est décédé. » Et tu vois, il y avait vraiment une petite feuille avec « Je coupe au ciseau pendant tant de jours et je rends ce qui ne m'appartient pas à l'ancêtre. » J'ai retrouvé des protocoles, des phrases de libération qu'on utilise dans les constellations familiales. Et aujourd'hui, j'ai un regard un petit peu différent par rapport à tout ça. Tu vois, j'ai le regard de me dire, de toute façon, ces mémoires, on les a choisies. Hein. Si tu pars du principe qu'on choisit notre famille, en tout cas, c'est ce que je crois. Et je détiens évidemment pas la vérité. Hein. Et je me dis, mais de toute façon, même au niveau de l'épigénétique, on le sait aujourd'hui, c'est un peu facile de dire que ça ne m'appartient pas puisqu'on a hérité de ces mémoires et on les porte au niveau du corps. Ouais. J'ai plutôt tendance aujourd'hui à me dire, si on les a choisis, si on a choisi cette histoire, c'est justement pour aider l'ancêtre à le libérer. Donc le fait de pleurer aussi, hein, ce qu'on retrouvait dans le temps avec notamment dans certaines cultures, je pense au Portugal où tu avais les pleureuses, tu vois, autour des fontaines pour aider les gens à libérer ces mémoires-là.
Ben moi, j'ai du mal avec ce type d'acte, c'est-à-dire je rends à l'ancêtre. C'est au contraire, je l'aide à libérer. Et je voulais ton Complètement. point de vue un petit peu par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. On vient d'un arbre, donc on est en lien avec cet arbre. On ne coupe pas ses racines. Ça n'a aucun sens, en fait, si on y pense. Par contre, on va ramener de l'amour, on va ramener de la compassion, de la compréhension sur ce qui s'est passé. Ok. Je ne pense pas qu'un être humain naisse violent, méchant. Il le devient. Il le devient par son histoire, par sa vie, par ce qu'il a vécu. Après, certaines personnes arrivent vont rester dans la violence, la colère. D'autres vont s'en sortir. Ça appartient à chacun. Mais jeter la pierre en disant je coupe, ça, voilà, je rends, non, je ne travaille pas comme ça non plus. Par contre, il faut donner du sens. Voilà, c'est ça. Il Ok. faut donner du sens. Il faut libérer les âmes qui ont souffert et voilà, remettre l'énergie de vie en route. Ok. Hyper intéressant. Alors, tu parles de la place, et c'est vrai que très souvent, les gens viennent en séance en disant, je trouve pas ma place, je trouve pas ma place. C'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Et dans ton livre, tu expliques bien, en fait, les lois de... Alors, je me souviens plus du nom de la loi parce qu'il y a des noms différents. Moi, j'appelais ça La loi des fratries, oui. la loi des fratries, effectivement, où Positionnement. ouais, où tu rappelles par exemple que l'aîné, il se positionne souvent en qualité de leader, que le second, qui a appris à partager, lui, il va plutôt être dans la compassion, que le troisième, ça va plutôt être l'artiste, etc. Alors moi, je me suis complètement retrouvée, tu vois, dans ton livre. J'ai deux sœurs, une aînée et puis une petite dernière qui est arrivée 10 ans après. Et tu vois, c'est drôle parce que je me suis retrouvée dans le tableau que tu as peint de la cadette. Et pour autant, je sais, de par mon histoire, pour avoir pas mal bossé sur mon arbre, que je suis pas une vraie deuxième. Parce que ma mère a eu, tu vois, un avortement avant ma sœur aînée. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut expliquer qu'on a du mal avant vraiment de reprendre sa place Est-ce que ça peut expliquer un sentiment de je trouve pas ma place parce qu'en fait, je connais pas quelle est ma place réelle? Est-ce que quelles conséquences ça peut avoir? Ou est-ce que du coup, on peut se dire, non, je ne me reconnais pas du tout comme la cadette, c'est plutôt moi le leader, c'est plutôt, tu Ouais. vois. Oui, c'est ça, c'est en fonction de toi, de tes ressentis et de te dire finalement à quelle place je veux être, à quelle place je sens que je suis, qu'est-ce qui me D'accord. convient en fait. Ok. Et c'est à toi de prendre cette place, de te dire, bon, voilà, je me sens vraiment dans tes ressentis à toi. Et effectivement, le positionnement peut être dû à ça. Je suis à la fois 2 et 3 en fait. Ouais, ok. Et puis j'imagine quand tu portes des histoires non réglées de tes ancêtres, j'imagine que ça a une conséquence en termes de place aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors tu parles des mythes dans ton livre. Le mythe du... Alors là, j'en ai appris plein parce que pour le coup, c'était pas un sujet sur lequel je m'étais penchée. Tu parles du mythe de la femme parfaite, tu parles du mythe du patriarche, des lois qui sont également tirées dans le décodage biologique, loi de la Trinité, répétitive des fratries, etc. Tu évoques le langage des oiseaux comme on a abordé précédemment. Tu parles des 21 jours de reprogrammation qu'on retrouve dans la PNL. Alors finalement, c'est là où on voit que tout se rejoint, tu vois. Oui, Donc oui. on se rend compte que la psychogénéalogie, tu sais que c'était un courant jeune, ça s'inspire de plein de courants, c'est une vraie force. Tout à fait. Alors, c'est ouais. un courant jeune en termes de psychogénéalogie, mais je pense que c'est ancestral en fait. Ouais. Hein. Et Jung, il en parlait déjà pas mal. Oui, Ouais, ouais. Bon, Jung, en même temps, c'était hier, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Mais oui, c'est ancestral, bien sûr. Ouais. Alors moi, ce qui m'a intéressé, parce que je ne le connaissais pas, tu as parlé du cycle des 33 et 45 ans. Il se trouve que je vais avoir 45 ans, qu'à 33 ans, j'ai eu, tu vois, un changement de vie radical. Je suis partie à l'autre bout du monde, en Équateur, et je me dis, ah ben là, faut pas que je loupe le coche, parce que tu expliques que c'est vraiment l'âge où qu'on peut utiliser en termes d'énergie, un peu comme dans la numérologie. Je sais que tu es aussi formée à la numérologie, pour vraiment embrasser son individualité propre. Oui. Tu parles du cycle des 7 qu'on retrouve, tu parles de la médecine chinoise, voilà, qui est un peu plus le courant que je connais. Comment ça se passe? Tu dis aussi qu'à 47 ans, c'est une date majeure si les conflits ne sont pas réglés. En gros, ils ne reviennent pas de manière démultipliée, mais ça vient d'où ça? Alors, le 47 ans, c'est en numérologie. 45, c'est plutôt en astrologie. Où à chaque fois, en fait, il y a une espèce de remise
c'est une horloge interne Ouais. qui va venir te titiller. Si tu n'as D'accord. pas réglé certains conflits, certaines problématiques, là, tu vas bloquer. Tu vas sentir que ce sont des années où tu sens qu'il y a quelque chose qui, Bien. qui vient qui vient te demander de travailler sur toi, réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es OK avec toi? Est-ce que tu es en accord avec, Ouais. avec tes idées, tes pensées? Est-ce que tes actions te conviennent? Voilà. Excuse-moi. Il y a une espèce de remise en question qui se fait, voilà, qui vient comme ça nous pousser vers vraiment ce qui est bon pour nous, en fait, hein, toujours. Hein. D'accord, ok. Ok. On a plusieurs cycles. En numérologie, c'est tous les 9 ans. Oui, 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 tout À à chaque fait. fois, si vraiment on est à l'écoute de nos cycles, plus ou moins, on sait que tous les 9 ans, déjà, il y a un petit peu une remise à Au niveau, quoi. niveau, une réflexion. Il y a la révision des 47 Voilà. 000. Ok. Et comment tu les accompagnes, ces gens-là? Tu travailles sur les valeurs, Je travaille sur leurs croyances beaucoup. leurs croyances. Ok. C'est là où on rejoint le mythe, en fait. Hein. C'est que la famille, elle se construit sur un mythe qui est entretenu par des croyances, qui est entretenu par, voilà, par tout ce socle qui fonde la famille. Et travailler sur les croyances, ben, ça va permettre de se les approprier en tant qu'individu et de ce qui nous convient, nous, en fait. Ouais, c'est toujours ça, Je revenir travaille dans. beaucoup sur les croyances, oui. D'accord, ok. Les croyances et les prises de conscience de ce qu'on a déjà, dans quel état on est, en fait. Ok. Et oui, parce que c'est vrai que souvent on se dit, ben, j'ai entendu ça toute ma vie, donc on en fait des vérités, mais est-ce que Oui. moi je suis vraiment en accord avec ça? Ouais, Mm. d'accord, ok. Alors, du coup, dans les croyances, et puis j'en reviens au projet Sens, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la même façon dont toi tu bosses avec le projet Sens, avec cette façon de brûler certaines choses quand tu le reprogrammes, de se l'approprier symboliquement au niveau de la mémoire cellulaire. Comment ça se passe? En fait, c'est toi qui invites la personne à, à réécrire son projet Sens, c'est ça? Et puis tu le valides? Parce que c'est elle qui doit vraiment. Alors, c'est étonnant, parce que quand je le propose aux personnes, j'ai plusieurs cas de figure. Il y en a qui vont vraiment s'amuser à réécrire une histoire avec un monde de bisounours, de chamallows, voilà, de roses bonbons. Elles vont vraiment réécrire une histoire voilà, qui est tout cocooning. Mais c'est toujours pareil, c'est à partir du moment où l'intention y est. Ouais. L'intention fait que voilà, ouais, la personne, elle se voit là-dedans dans un début de vie qui est complètement chouchouté. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Mais oui, il faut quand même que ça reste. Il faut que ce soit cohérent. C'est là où je travaille différemment de Jodorowsky dans ses actes psychomagiques. Ouais. Lui, c'est vraiment théâtral. Ouais. C'est une mise en scène il pousse très loin les personnes. Ah oui, complètement, ouais. Et moi, j'ai plutôt tendance à travailler avec que la personne soit cohérente. Sans aller contre, en fait. Mais oui, il faut qu'elle prenne, quoi. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Ok, ça marche. Donc, je fais un petit retour sur. Tout à l'heure, on parlait de couper les racines, en fait. Oui. Faut dire que j'ai quand même beaucoup d'arbres qui sont hyper toxiques, hein, qui sont vraiment très, très mauvais. Et la personne arrive avec vraiment chargée d'une histoire qui est souvent moche. Alors, ce que je propose, c'est pas de couper, mais par contre de faire un nettoyage par le feu, comme la terre le brûlit, en fait. Qui purifie. De purifier. Et en fait, voilà, d'aller brûler, mais avec cette intention de régénérer. Voilà, c'est la petite parenthèse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas couper les racines, mais comme cette. Tu vois, tu connais la méthode du brûlis, quand on brûle les terres pour. Ah oui, oui, dans la nature. Voilà, dans la nature. Oui, c'est vraiment la purification. C'est un petit peu ça, tu vois, c'est purifier par le feu, en fait. C'est remettre, libérer tout ce nocif qui a existé et faire en sorte de le régénérer par le feu. Ah, c'est magnifique. Donc ça, tu le fais en hypnose, j'imagine? Non, c'est vraiment la personne qui le fait en acte symbolique. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et alors, dans le chapitre sur les croyances et l'argent qui peuvent empêcher d'être dans l'abondance, ça m'a intéressé. Hein. C'était très intéressant et très intéressé. Comment on fait quand on a conscience qu'il y a un conflit, tu vois, et j'irais même un double conflit verrouillant avec, je te donne mon double conflit, tu vois, que j'ai identifié à un moment donné, avec d'une part la croyance
qu'on ne peut pas forcément faire un métier qu'on aime et gagner pleinement de l'argent avec, ce qui est souvent le conflit de pas mal de thérapeutes. Et en même temps, ça m'intéressait parce que tu en parles avec la prof de yoga. Tu sais, dans ton livre où tu dis, voilà, c'était perçu dans sa famille comme un loisir, donc forcément, ça peut être un métier. Et en même temps, quand tu as la croyance de par ton histoire que gagner beaucoup d'argent, ça peut mener à la faillite et à la mort. Tu vois, qu'à un moment donné, ben voilà, si tu as gagné beaucoup, tu peux tout perdre. Et dans cette perte, si tu ne te relèves pas, tu tombes dans une dépression qui t'emmène à la maladie et à la mort. Quand tu as conscience de ça, et que pour autant, tu sens que tu as du mal à déverrouiller le truc. Acte symbolique. Acte symbolique. Oui. Acte symbolique pour libérer la mémoire de faillite. Ouais. Et si tu connais l'histoire autour de la faillite, est-ce qu'il y a eu de la honte? Parfois, il y a des suicides autour des faillites aussi. Hein. Il y a des drames. Hein. Il y a des chutes sociales. Il y a vraiment, il peut se passer beaucoup d'événements traumatisants. Donc, si tu connais l'histoire, c'est vraiment libérer cette histoire par un acte symbolique. Et après, toi, toi individuellement, par rapport à tes croyances, remettre... faire soit un acte symbolique aussi pour libérer tes croyances limitantes et te reprogrammer avec tes croyances d'aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, en général, ça se passe en 2 séances. D'abord, tu pars d'abord sur le global, tu vois, ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, et après, tu travailles sur toi en individuel. D'accord. Ok, ça marche. Mais écoute, génial, merci. Alors, dernière petite question, parce que vraiment, j'ai trouvé ça génial. Tu as beaucoup de psychogénéalogues, je ne sais pas comment tu te présentes en tant que thérapeute, hein, c'est pas évident comme nom. Psychogénéalogiste. Psychogénéalogistes qui font beaucoup travailler sur l'arbre. Alors moi, perso, j'ai été accompagnée comme ça. Et j'ai trouvé ça très fastidieux, très compliqué, très long, l'arbre à la fin, tu vois, et tu le fais sur un rouleau de papier peint, il faut que tout soit équilibré avec au millimètre près. Et des fois, c'est un peu décourageant, cette partie-là, et de refaire jusqu'à ce que ton herbe soit nickel. Et j'ai pas eu l'impression, toi, dans ton approche, que tu obligeais les gens à dessiner leur arbre. Pas du tout. Tu bosses non. Pas. Okay. Non, mais alors, j'ai plusieurs... En atelier, ils dessinent leur arbre et c'est très intéressant parce qu'inconsciemment, ils se positionnent dans la famille. Voilà. L'arbre minute, quoi. Les recherches généalogiques, c'est en fonction de chacun. C'est vraiment en fonction de chacun, de leur curiosité, de leur envie d'aller creuser plus loin ou pas. Ça appartient à... Non, je force personne dans leur démarche. C'est vraiment très personnel tout ça. Donc, en fonction de la problématique, on vient te voir et tu es plutôt en thérapie brève et ça peut prendre 1, 2, 3 séances, mais tu t'engages pas forcément sur un travail de 2 ans. Non, c'est vraiment, ça appartient à chacun. Ça peut, 3 séances, ça me paraît un petit peu court quand même. Je dirais plutôt 4-5 séances pour une problématique. Après, c'est la personne qui souhaite continuer, aller plus loin et qui vraiment entame une démarche qui... C'est souvent plus long parce qu'il y a quand même tout un travail de désidentification du système familial et après de se réidentifier à soi-même, donc de se construire par rapport à soi. D'accord. C'est une démarche qui est très personnelle en fait. Oui, tout à fait. Mais écoute, moi, j'ai adoré, j'ai pris énormément de plaisir. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et donc, je remontre ton livre magnifique, Psychogénéalogie, donner du sens aux mémoires familiales et trouver son équilibre. Merci Caroline, on te souhaite plein de succès. Est-ce que tu as des petites, je sais pas, des nouveautés, des dédicaces, des infos à partager? Tu parlais de stage, est-ce que voilà? Je forme, je transmets. Alors ça, j'adore parce que comme c'est ma passion, donc je transmets. Et je transmets avec toujours cette volonté que la personne travaille sur elle en même temps, donc c'est enrichissant. Voilà, d'accord. Comment elles se passent les formations? Ça se passe où? En visio, principalement en visio, mais ça peut être aussi en présentiel. Je fais des petits groupes de 3-4 personnes maximum parce que chacun travaille sur lui. Et c'est une journée par mois avec un module. Et c'est sur 14 modules, 13 modules, 14 modules. On peut retrouver tout ça sur ton site internet? Oui, on retrouve ça sur mon site internet. Eh bien, écoute, on va donner tous les liens en description de ma vidéo YouTube. Un grand merci. Merci à toi, Ambre. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Au revoir, merci. Caroline. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.